je, après vous avoir écouté, je sens la responsabilité quand même. On a, on est la diaspora. Vous disiez dans une autre conférence que souvent la diaspora elle est engueulée ou elle est attendue par les Grecs du pays pour avoir une responsabilité envers la Grèce. Et après tout ce que vous avez dit, je sens cette responsabilité encore un peu plus lourde. Alors, je voulais commencer par vous demander un conseil pratique. Est-ce que nous, dans notre réalité quotidienne, dans la réalité pratique, parce que évidemment, nous n'avons pas ni votre exposition, ni votre capacité à expliquer tout ça, est-ce que vous voyez des actions que nous pourrions faire en tant que Grecs en France pour accentuer ce philhellénisme, à part évidemment organiser une conférence, mais est-ce que vous avez des conseils pratiques pour aider la Grèce qui traverse quand même un moment difficile actuellement? Voilà, c'est ma première question qui vient à l'esprit avec ce sentiment de responsabilité. Voilà, donc je suis très content parce que ce sentiment, il est important. Je pense qu'un Grec de la diaspora doit se comporter comme une ambassade. C'est-à-dire qu'il peut vraiment avoir des sources. Hein, une ambassade vit dans un autre pays. Donc, je pense qu'il y a aussi des franco-grecs, qu'il y a aussi, je pense aussi des gens qui sont français complètement indépendants de la Grèce. Et ils pourraient se dire, moi, je pense que est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Alors pourquoi? Mais il faut voir comment le faire. Par exemple, il ne faut pas demander. Demander en géopolitique, c'est quémander. Donc, en fait, il faut donner. Si vous donnez, l'autre voit qu'en fait, vous ne demandez pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, la Grèce n'a pas demandé les rafales. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas quémandé. Elle a dit, voilà, je veux un contrat, je veux les payer, je veux ça. Et je m'intéresse à vous parce que c'est important. Si j'achète les frégates, ça sera pareil. Ça sera pas, vous allez me faire un tarif parce qu'en fait, comme moi, je suis dans l'Union européenne et que je suis quand même grec, et puis vous avez quand même un substrat. Hein? Non, non, pas du tout. C'est pareil, en fait. Si Total est venu en Grèce, c'est pas parce que la France trouve sympathique la Grèce. C'est parce qu'il y a des hydrocarbures en Grèce et donc ils considèrent que c'est stratégique. Donc après, il faut que les deux pays se mettent d'accord. C'est pareil sur le plan des relations humaines. Si vous êtes tout le temps en train de dire, tu sais que ça vient, c'est d'origine grecque, tu sais que ça, c'est d'origine grecque, tu sais que c'est d'origine, c'est très simple. Vous prenez un Français normalement constitué, au bout d'un moment, vous allez le transformer en ennemi en disant, bon, bah, j'ai le droit quand même de manger, non, ça va? Manger, c'est grec aussi? Voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas non plus insister sur tout et rien. Par contre, il faut bien garder les fondamentaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des points sur lesquels on est ancré. Il ne faut pas les oublier. On ne peut pas quand même oublier le fait qu'on a tellement de domaines scientifiques, littéraires, artistiques qui ont des composantes grecques. Mais le problème, c'est qu'après, il faut le faire. Il faut voir ce que c'est maintenant. Par exemple, quand on parle de Karatéodori, c'est un grand savant, mathématicien, 1873-1950, et on ne parle pas simplement de l'Antiquité. Donc le problème qu'on a quand on parle, c'est la Grèce maintenant. La Grèce maintenant, ce n'est pas forcément la Grèce de l'Antiquité. Donc si la Grèce, c'est toujours une volonté d'être touristique, de dire, bon, bah, venez, vous allez dépenser vos sous, c'est moins cher, il y a plus de soleil, etc. Ça, à la fin, ça ne touche qu'un tourisme de masse. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est aussi des points de contact avec des gens qui ont une activité, qui savent jouer un rôle clé sur certaines décisions européennes, la Commission, les rapports à Bruxelles. Je n'ai pas parlé des problèmes de politique commune, mais c'est pareil pour l'agriculture. L'agriculture, la France et la Grèce ont des positions communes. Ça, c'est rarement mis en évidence. C'est pareil, il faut aussi revendiquer. On a été obligé de passer au niveau juridique pour défendre les droits de la FETA. Alors, ça peut paraître ridicule, mais on y arrivait, ça a été fait. Donc, on n'était pas protégé avant. Maintenant, on est protégé. Et ça, on a eu le soutien d'autres personnes. C'est pareil. On a réussi à mettre dans le patrimoine immatériel de l'humanité la
l'aspect méditerranéen. Alors là, ça a été en fait une coalition de 4 pays. Alors souvent en Grèce, on entend que c'est simplement de la Grèce. Non, c'est faux. C'est simplement, en fait, c'est l'Espagne qui était avec nous. Il y avait aussi la France, il y avait aussi l'Italie, pourtant, parce que c'est des pays méditerranéens. Donc le savoir-vivre méditerranéen est passé parce que les 4 pays se sont mis d'accord. Je ne vais pas parler des olives, etc. C'est pareil. Ce qui est important, c'est de voir les points de contact et les points de valeur. La capacité, par exemple, de la Grèce à être la première flotte commerciale du monde, c'est quelque chose qui touche. Et ça, c'est bien de le signaler parce que des fois, on l'oublie. Qu'est-ce que je veux dire par là, Panayotis? Tu vois que la première chose que tu as demandé, c'est un conseil pratique pour en gros parler de nos problèmes. Pourquoi ne pas parler de nos réussites? Parce que la France est loin d'être le premier pays avec une flotte commerciale. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental. Les problèmes de la ZEE, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ça représente un demi-million de kilomètres carrés. Il ne faut pas oublier que la France en a 22 millions de kilomètres carrés. C'est le deuxième pays au monde. Et c'est exactement ce que ça veut dire la ZEE. Et il faut bien se rendre compte que nous, quand on fait des rapports, par exemple, quand on a fait un accord avec l'Italie, c'est quelque chose de fondamental parce que, par exemple, la France et l'Italie se comportent de façon vraiment alliée et ils sont très contents que la Grèce ait fait cet accord avec l'Italie au niveau de la délimitation. C'est pareil parce que Eni et Total fonctionnent souvent ensemble. Ils sont très contents d'être dans des blocs mitoyens à Chypre. Donc, la première chose, je pense que si l'Europe aime l'hellénisme, ce n'est pas parce qu'il lui disait ses problèmes. C'est parce qu'il lui montrait comment il se combattait. C'est l'aspect combatif. C'est-à-dire que les gens, quand ils connaissent les Thermopyles, quand ils connaissent Salamine, ils se disent que c'était quand même la démocratie. C'était un petit peuple qui travaillait déjà pour la démocratie à l'encontre d'une autorité dictatoriale qui était l'Empire perse. Mais l'Empire perse, ce n'était pas un empire dépourvu de culture. Il y avait une culture, d'accord? Donc, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas tout baser sur la culture. Si on parle sans arrêt de la culture, à la fin, ils pourront te dire, Panayotis, c'est très bien tout ça. Mais après l'Antiquité, vous avez fait quelque chose? Donc, il faut parler en fait de la réalité contemporaine. La réalité contemporaine, c'est de se dire, est-ce que c'était important d'avoir l'ouverture du canal de Suez en 1869? Oui. Est-ce que nous, on est dans le coin en tant que Grecs? Oui. Est-ce que vous voulez avoir des exercices dans le coin? Oui, ça vous intéresse? Ben nous, ça nous intéresse. Parce que pourquoi ça ne nous intéresserait pas? Eh bien, moi, ce que je vois, c'est que chaque fois que le Charles de Gaulle, qui est quand même un porte-avions nucléaire, c'est pas rien, quand il est dans la région, de façon étrange, il n'y a plus aucun Turc dans la région. Donc, au lieu de dire, est-ce que ce serait bien qu'il vienne le Charles de Gaulle? Non, non, vous ne dites pas ça. Vous dites, est-ce que vous voulez avoir des exercices communs au-dessus de la mer? Oui, très bien. Ben, nous, on a des îles. Et bien là, d'un seul coup, le Charles de Gaulle dit, puisque vous m'invitez, moi, je veux bien venir, évidemment. Mais il ne faut pas demander, il faut inviter, il faut octroyer, il faut être généreux. Finalement, la générosité, on va le voir dans la façon grecque qu'on a de le dire avec le philotimon. Avoir le philotimon, ce n'est pas quémander. Et là, il y en a plusieurs qui essaient de se dire, ça serait bien quand même qu'ils nous aident. Non, non, il ne faut pas demander ça. Il faut voir si on peut trouver des intérêts communs. Par exemple, la France joue énormément sur le gaz, en sachant qu'il y a des sources en Grèce, donc des gisements, il faut voir si on peut travailler avec eux. Et là, d'un seul coup, ça intéresse tout le monde. Et il faut voir, par exemple, que pour les premières données qu'on a dans le cadre de la ZEE, c'est la France qui a aidé pour avoir des données sismiques. Donc, ça, si on le met en place, ça veut dire que ce n'est pas du donnant-donnant, c'est que moi, j'offre une opportunité à l'autre d'être meilleur. Est-ce que vous voulez être dans la région? Est-ce que la France veut être dans la région? Bien sûr, on le voit bien par exemple avec le Liban. Est-ce que la France conseille l'Égypte? Bien sûr. Est-ce que nous, on est alliés avec l'Égypte? Bien sûr. Eh bien, ensuite, quand on fait l'alliance avec l'alliance, etc.,
ça fait un réseau d'alliances. Dans ce réseau d'alliances, la Grèce, elle a un point fondamental, Panayot. Elle est un intermédiaire. Ça ne sert à rien de faire une alliance avec le Liban, avec Israël et l'Égypte si on ne peut pas passer par la Grèce. Et ça, la Grèce le sait très bien. Par exemple, si la Grèce était contrôlée par une autre entité, par la Russie ou par la Chine, eh bien, ce serait quoi le passage? Il n'y aurait pas de passage. Nous, on est un point de contact. Donc, en fait, ce point de contact, il faut qu'il dise vraiment ce qu'il veut. Quand on dit, par exemple, qu'on fait des accords avec l'Italie, quand on fait des accords avec Chypre, quand on fait des accords avec l'Égypte, là, on se rend compte qu'on joue un rôle crucial, on joue un rôle fondamental et on est vraiment dans un cadre européen. Il faut se rendre compte qu'avec la géoéconomie, la Grèce va être un des acteurs principaux du XXIe siècle sur le plan énergétique. Ça, c'est bien de le dire. Et je vais te donner un exemple concret, puisque j'étais dans une conférence, disons, plus scientifique. À un moment, je parlais des choses de la ZE. Et au bout d'un moment, il y a un Français qui intervient qui me dit « Moi, je suis au courant de ça. Je sais que vous avez et du pétrole et du gaz naturel. Mais vos politiciens, ils vont vous permettre de le faire ?» Et là, on retrouve un autre problème. Donc, en fait, il faut bien parler de stratégie, de positionnement. Ce n'est pas par hasard que la plupart des îles dans la Méditerranée sont européennes. Nous, en Grèce, on a 3000 îles, 150 qui sont habitées. Un pays qui ressemble à nous, c'est la Croatie, au niveau du nombre d'îles. Ça a un impact très important, parce que les îles donnent de la ZE, donnent de l'interférence et donnent un accès. Ce n'est pas la peine de convaincre, par exemple, l'Angleterre qu'une île, c'est important. Elle le sait très bien. Elle est de partout en tant qu'île. Donc, la volonté maritime, la flotte commerciale, la capacité à se déplacer, la capacité à gérer des réseaux différents, la capacité à dialoguer, c'est des choses qui doivent être mises en évidence par le fait qu'on aime dialoguer depuis le début, nous. Un Grec, s'il ne parle pas, c'est qu'il est mort. Voilà. Alors, des fois, il parle un peu trop. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on a inventé la démocratie. Il y a juste en dictature qu'on n'intervient pas, qu'on ne parle pas. Donc, ce qui est important, je pense que même du point de vue commun, je parlais récemment du droit de grève. La grève, c'est quand même quelque chose de très français. C'est aussi quelque chose de très grec. La capacité à avoir le droit de faire ça, c'est très important parce qu'on sait très bien dans les deux pays que beaucoup de choses sont obtenues par ce droit. Donc, en fait, c'est le droit du peuple. Et à partir du moment où on est pour le peuple, on est populaire. Si on veut être populaire mais sans être pour le peuple, alors on est démagogue. Et là, on se rend compte qu'on a déjà le mot trouvé et on sait exactement d'où il vient parce qu'on a déjà géré ça. Donc, il faut quand même leur faire comprendre que nous, on est des fils d'Antigone, on est des fils de Socrate, mais on a continué, on pense la même chose. Alors ensuite, il faut avoir des choses, par exemple, je donne un exemple concret. Il ne faut pas dire, par exemple, aux Français, c'est bien ce que vous faites parce que nous, on voudrait bien faire la même chose. Non. Il faut dire, par exemple, que le musée archéologique d'Athènes, eh bien, il est formé, il a été conçu de façon européenne. Et c'est assez intéressant aussi, puisqu'on avait aussi un architecte français au départ, c'est lui qui a fait le positionnement du toit de manière qu'il soit complètement parallèle au Parthénon. Alors qu'au départ, on disait en Grèce, mais pourquoi il est tordu, pourquoi il y a cet angle? Eh bien, il faut bien se rendre compte que quand on a ce positionnement, eh bien ensuite, on réalise qu'on a une vision commune. Et cette vision commune, c'est de pouvoir partager un avenir commun. Si on met en évidence qu'on a une histoire commune, c'est plus facile d'avoir un futur commun. La difficulté pour certains pays, même par rapport à la France, c'est qu'ils n'ont pas de passé commun. Alors, ils voudraient avoir un futur commun. Mais tu sais, Panayotis, c'est bien plus facile d'avoir un futur commun qu'avoir un passé commun. Donc, en fait, on a un passé commun de plusieurs siècles, multiséculaire. C'est plus facile de dire à l'autre, tu sais que nous, on a toujours été avec vous. Est-ce que la Grèce a déclaré une fois la guerre à la France? Non. Ça, c'est bien de le dire, parce qu'il y a d'autres pays qui auront du mal à le dire. Bon,
est-ce que la Grèce, en fait, a fait quelque chose de négatif contre la France? Eh bien ça, souvent, il faut le mettre en évidence, parce que sinon, on parle simplement de l'Antiquité. Non, on parle en fait de l'histoire de façon diachronique et de dire que nous, on ne demande rien. Nous, on donne. Si vous aimez, prenez. Bon, c'est pareil avec la France. Quand on a étudié, par exemple, quelqu'un comme Arigas Ferrer, hein, il a étudié Voltaire, il avait un très haut niveau, il arrivait même à le corriger sur certains points scientifiques. Bon, eh bien ça, c'est un niveau qui doit être atteint. Quand je vois des gens comme Capodistrias qui ont été capables de donner même la Constitution à la Suisse, alors qu'évidemment en Grèce on n'en voulait pas, parce que ça c'est Jésus qui disait que nous les prophètes dans son pays, eh bien je vois qu'il y a un impact qui est fondamental. Quand je vois Adamantios Korais, ce qu'il a fait en France, c'est un travail colossal. Donc, quand on le voit de cette façon, quand on se rend compte dans les prix Nobel, dans les prix, combien de fois il y a des gens qui sont d'origine grecque, ce n'est pas la peine d'insister sur leur origine, il faut insister sur leur œuvre. C'est l'œuvre qui change. Et là, ensuite, il y a un impact. Alors l'autre, il vient près de toi qui dit, c'est qui, Papa Nicolas? Et c'est toi qui lui expliques. Mais au départ, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est, ah, il y a un test gynécologique qui a été fait par ce type-là. Et après, tu lui dis, ben, oui, bien sûr. Par exemple, si les Français aiment Maria Callas, ce n'est pas parce qu'elle est grecque. C'est parce que c'est une des plus grandes voix de l'humanité. Et Message après tout, elle reçu. est née à, voilà, elle est née à New York. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y Bien, a des avec plaisir. questions du public. Question. Monsieur Ligueros, la Grèce, oui, aujourd'hui, se sent menacée de l'Est. Elle a besoin de l'alliance, surtout, comme vous le dites bien, des intérêts communs. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'aide, il faut quand même donc que les alliances que nous avons sont basées sur les bénéfices mutuels. Est-ce que la Grèce aujourd'hui, qui a longtemps subi la tutelle britannique, américaine, et récemment un petit peu quand même avec la crise de 2000, financière de 2010, germanique un petit peu sévère, est-ce qu'elle peut, donc, se sentir libre pour répondre à l'appel de l'amitié que nous sentons de plus en plus venant de la France? Complètement, elle peut répondre et il y a des intérêts communs. Il faut bien se rendre compte de quelque chose. Les intérêts communs ne doivent pas être créés de façon artificielle pour défendre une position intenable. L'idée, c'est que quand je vous ai parlé de la ZE, quand je vous ai parlé du gaz, quand je vous ai parlé du pétrole, ça sera intéressant, même si on n'a pas la Turquie à côté. Il faut se rendre compte, en fait, que la géopolitique, ce n'est pas parce qu'on a un ennemi commun qu'on est amis. Non, non, non. Parce que vous vous rappelez de cette anecdote. Vous savez, on entend, il y a un lion qui est sorti d'un parc zoologique. Donc, il y a deux amis qui s'entendent. L'un, c'est Nikos, l'autre, c'est Panayotis. Et d'un seul coup, Nikos voit Panayotis en train de courir. Et il lui dit, mais ce n'est pas la peine de courir, le lion va te rattraper. Il dit, oui, mais il va attraper d'abord toi. Parce que tu cours moins vite que moi. Donc, je vais courir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si on a des intérêts communs par rapport à une menace, ce n'est pas bon. Il faut avoir des intérêts communs réels. Par exemple, on a deux pays européens, deux cultures très croisées par rapport à ça. On a des intérêts énergétiques, on a des intérêts stratégiques, on a des intérêts militaires, parce qu'on parle de la mer Méditerranée, et en fait, on n'a pas de contact, et on le voit très bien, en particulier avec la présidence en ce moment en France, on voit bien que les points de contact entre la France et la Turquie n'ont rien à voir avec ce qui était dans le passé. Donc, en fait, on se rend compte que la Turquie s'éloignant, sans que la Grèce n'intervienne, s'éloignant de l'Union européenne et s'éloignant de l'OTAN,
eh bien évidemment, la Grèce apparaît comme la personne dans le coin qui est la plus stable, qui est la plus digne, qui est toujours avec les alliés. Et donc, en fait, au moment où elle peut proposer aussi des ressources énergétiques, on a tout intérêt à être avec elle. Donc, à partir du moment où la Grèce ne fait pas des erreurs partisanes au sein de la Grèce, je parle des partis, et elle a une politique, disons, nationale, où les partis, quand même, ils s'y retrouvent. Ils ne sont pas toujours en train de se fâcher, ils s'y retrouvent. Quand ils s'y retrouvent, eh bien, c'est à ce niveau-là qu'on parle avec la France, parce que la France, elle joue de cette façon. C'est pareil, vous avez parlé des États-Unis. Les États-Unis sont de plus en plus positifs envers la Grèce. Il n'y a plus du tout la neutralité d'avant. Le fait qu'il y ait, par exemple, le East Med Act, qui dit très clairement que la Turquie elle fait des choses complètement inacceptables dans le coin, évidemment, on n'est pas dupe. Il y a forcément aussi des intérêts. Mais nous, on est très contents que ExxonMobil soit en Grèce et à Chypre. On est très content aussi que l'activation des bases, par exemple, quand les Américains font des fouilles pour de gisements, de façon vraiment étrange, d'un seul coup, il n'y a plus de Turcs dans le coin. Alors qu'en fait, ils ne sont même pas militaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Grèce, bien sûr qu'elle peut proposer, et ce qu'elle peut proposer, c'est dans le cadre énergétique, où là, il y a des ressources, et ces ressources, c'est un point commun, parce que c'est toujours pareil. Si on a des ressources, et on n'a pas la capacité de les exploiter, ça ne sert à rien. Quelqu'un, en fait, qui a du pétrole en plein milieu du désert, s'il ne peut pas le vendre, s'il n'a pas de gazoduc, s'il n'a pas d'oléoduc, ça ne sert à rien. Donc, en fait, c'est pareil, on peut le prendre de façon plus imagée. Quelqu'un qui a $1 million et il n'y a personne aux alentours, il a $1 million et il est mort. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux personnes. Celui qui a des intérêts. Là, ce qui est important, c'est que la Grèce peut contribuer à la sécurité énergétique de l'Europe. Et les États-Unis le savent tellement qu'ils veulent être intervenants pour pouvoir avoir des bénéfices en tant qu'intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une attirance. Et ce que je disais tout à l'heure pour Total, c'est pareil pour ExxonMobil ou pour Eni, ils ne sont pas venus dans le coin en raison d'un institut philanthropique. Non, ils sont venus parce qu'ils voient qu'il y a un futur dans le domaine énergétique, on peut utiliser ça, et nous, on peut jouer de façon très intelligente, par exemple avec la flotte commerciale, en disant que nous, on va faire partie, parce que les Grecs, ça fait un moment qu'ils font quelque chose qui est très intelligent, c'est qu'ils vendent des bateaux et ils achètent des bateaux LNG pour faire le transport de façon liquéfiée du gaz. Eh bien, on a la plus grande flotte mondiale, même dans ce domaine. On dépasse même les Japonais, ce qui est absolument incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce qu'en Grèce, on n'a pas fait encore de fouilles dans ce domaine. Donc, en fait, on a la capacité de transfert, on peut les amener où on veut, là où il faut vendre, on peut être dans un cadre de coalition. Et donc, à partir du moment, nous, on a toujours été dans l'OTAN. Dans l'OTAN, c'était très clair. Nos appareils militaires, ils étaient soit français, soit américains. On n'a jamais fait des magouilles du genre, tiens, on pourrait acheter aussi des S-400. Donc ça, ils le comprennent très bien aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir, il faut être digne d'intérêt. Il faut être digne dans sa valeur. Nous, on l'a, ça. On a axioprepia. Donc, à partir du moment où ils le voient, et ils voient que nous, on défend les mêmes intérêts, on parle sans arrêt de liberté, liberté d'expression, comment se comportent les gens par rapport au journalisme, à la démocratie, eh bien, on n'est pas un pays qui va à l'encontre. Et quand je vois, par exemple, même dans nos revendications au niveau des génocides, qui n'a pas été content en Grèce quand on a entendu, par exemple, le président Biden reconnaître pour la première fois le génocide des Arméniens. Et tout de suite, on s'est dit en Grèce, bon, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie pour avoir la reconnaissance aussi du génocide des Grecs par la suite, parce qu'on est dans le même cadre. Donc, il faut se rendre compte qu'à partir du moment où on a des piliers communs, après, il faut définir comment on continue. Mais on est attractif, on le sait, et maintenant, si on avait fait cette conférence, par exemple, il y a 10 ans, j'aurais du mal à vous convaincre, à vous dire que les Américains et les Français iront dans la ZE grecque. Mais là, il faut vous rendre compte qu'ils sont déjà venus avant même qu'on ait déclaré la ZE, ce qui est absolument incroyable. Juste une question. Est-ce que c'est
les changements de la politique de notre voisin de l'Est qui nous rapproche avec les Français et les Américains? Oui, alors ça nous a aidés en fait. Mm. Ça nous a aidés, mais en fait, nous, on a toujours été Mm. prêts. C'est simplement que quand quelqu'un commence à avoir des tensions, par exemple un positionnement très bizarre de la part de la Turquie par rapport à l'Europe, par rapport à la France, à l'encontre de Macron, à l'encontre de Trump, à l'encontre de Biden, évidemment, ça, en fait, pour nous, c'est du pain béni. Mais ce n'est pas parce que nous, on l'a voulu. C'est parce qu'en fait, le comportement de la Turquie est complètement instable. Elle parle de panturquisme. Elle veut être la reine dans la région. Elle est très ennuyée par ce qui s'est passé en Syrie et en Irak. Nous, en fait, quand il y avait les attaques en Syrie et en Irak contre les djihadistes, la Grèce et Chypre ont même soutenu ça, alors que la position de la Turquie était toujours très étrange. Eh bien, ça, ils le voient, les autres. Mais ce n'est pas parce que d'un seul coup, hein, c'est pas ça, Christos. C'est pas parce que les Turcs ne sont pas bien que d'un seul coup les Grecs sont bien. Non. Non, Ce je comprends tout à fait, oui. qu'on a montré, nous, c'est que nous, on a toujours été stables. On a toujours été du même côté. On n'a pas changé pour de l'opportunisme. Et on a été de cette façon avec un positionnement diachronique. Là, à un moment, par exemple, nous, on disait simplement, c'est pas bien que la Turquie rentre dans l'Union européenne. Mais on était tout seul. Maintenant, on n'a même plus besoin de le dire. Maintenant, c'est les pays qui disent, mais même si la Grèce le voulait, nous, on ne voudrait pas. Pourquoi? Parce que finalement, on a vu le comportement. Donc, le comportement d'Erdogan, c'est sûr que par opposition, hein, il aide à mieux voir la visibilité au niveau européen et au niveau américain de ce que fait la Grèce. Mais il faut bien se rendre compte que des fois, si on fait des changements partisans au sein de la Grèce, on peut rendre ça de façon… C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, il faut voir le positionnement. Moi, je vous rappelle un exemple. Le positionnement de la Grèce au niveau de la guerre de 6 jours, eh bien, on a voulu être neutre, on a tellement été neutre qu'à la fin, on nous a dit que ce n'est pas bien d'être neutre. Et d'un seul coup, on a eu un problème. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où ensuite, il ne faut pas être le larbin de l'autre. Hein. Non, non, ça, c'est pas bien. Parce que ça, ils en changent, ils en prennent un autre. Ils trouveront toujours quelqu'un de mieux. Il faut être un véritable allié qui est stable, qui a un positionnement clair, qui ne change pas d'avis sans arrêt en fonction de son gouvernement. Ça, c'est le plus dur qu'on a en Grèce. Il faut que sur le plan national, au-dessus des partis, on a un positionnement très clair. Le positionnement, là, on est zone euro, Union européenne, OTAN, l'armement, les bateaux, la flotte, je veux dire, le problème de l'énergie, eh bien, c'est des composants qui vont toutes dans le même sens. Et c'est pour ça qu'ils considèrent que nous sommes un allié non seulement valable, mais un allié stable. Tout à fait. Avec une certaine fidélité quand même à l'appartenance à l'Ouest, à Nicolas Stendis. Donc, c'est le dogme de la création de la Grèce depuis le retour de la démocratie en 1974. Exactement, mais c'est pas seulement, qu'on soit clair, par exemple, la Turquie un peu plus loin, on appelle ça le Moyen-Orient. Moi, j'ai jamais entendu parler en Grèce de dire qu'on est dans le Moyen-Occident. En fait, on n'est pas dans le Moyen-Occident, on est dans l'Occident. Hein. On est à l'Occident, tout à fait, oui. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, des fois, on a ce genre de questions un peu schizophréniques en Grèce, du genre, on est en Orient, on est en Occident. Je dis, mais c'est même pas la peine de se demander, regardez ce qu'on fait. On est dans ces structures, elles sont toutes occidentales. Donc, dites-moi une structure où on est dans une structure orientale, que je le sache, quoi. Donc, en fait, notre opposition, c'est simplement dû au fait que la Grèce, avec Chypre, ce sont les derniers pays de l'Europe dans la région. Ensuite, on change de continent. C'est-à-dire qu'on, par exemple, moi, je n'ai jamais vu des gens nous dire est-ce qu'on est européen ou africain? Voilà, ça l'a d'être clair, apparemment. Hein, bon. Et ben, finalement, la Crète, c'est quand même très proche de l'Afrique. Donc, oui, de l'autre côté, ce que j'essaie de vous dire, c'est que de temps en temps, on dit ça, même à Constantinople, même dans Byzance, on était du côté européen, on n'était jamais du côté asiatique. Donc, en fait, c'est simplement que le point de séparation a lieu après nous.
Et c'est un problème, par exemple, que ne peut pas gérer facilement l'Arménie. L'Arménie, elle a bien une culture, on va dire, européenne, mais elle est dans un positionnement asiatique. C'est très difficile pour elle. Et donc, on le voit bien, par exemple, pour d'autres pays, si on regarde la ligne, il faut se rendre compte que si on monte la Grèce, et si on monte, en fait, avec la Bulgarie, Roumanie, on va arriver en Finlande. Donc, cet axe-là, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, on est la fin du bord. Là, pour moi, l'Europe, c'est un angle, juste un angle. L'angle ici, cette pointe, c'est le Portugal. Voilà. Le reste, en fait, c'est le front. Et ça ressemble comme configuration eh bien, à Constantinople, avec un espace maritime et le mur. Et nous, en fait, on est dans le mur. C'est ça le truc. On est dans la zone de séparation. Et c'est pour ça que c'est important de le savoir. Et effectivement, j'aime bien cette idée de fidélité, mais il faut bien se rendre compte que des fois, on ne comprend pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? C'est bien d'être fidèle, et si l'autre l'est aussi. Parce que celui qui est fidèle alors que l'autre est infidèle, c'est un imbécile, ce n'est pas un fidèle. C'est ce que j'essaie de dire. Par exemple, l'OTAN, quand il a été créé en 1949, il a tout de suite dit le centre, c'est l'Atlantique. Donc nous, on était au bord. Mais rapidement, en 1953, on était déjà dedans. Mais on avait une erreur stratégique, c'est qu'on a mis directement la Turquie et la Grèce la même année dedans. Donc le positionnement, il était ambitieux et ambigu. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était contrôler l'aspect méditerranéen. C'est normal, et nous, on est en Méditerranée. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu des problèmes, même avec des Anglais à des moments, parce que les Anglais voulaient à tout prix que la Grèce, déjà depuis les rencontres de Téhéran, voulaient qu'on soit bien dans le cadre occidental. Ils avaient toujours peur qu'on passe d'un côté, pas forcément oriental, mais en tout cas au moins russe. Bon, eh bien ça n'avait pas été fait, et c'est pour ça qu'on est dans ce cadre-là. Donc, il faut bien se dire que la fidélité, ça me rappelle en fait une anecdote. On dit les femmes sont fidèles. Simplement, elles changent de direction. Alors, il n'y a pas d'anecdote pour les hommes. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas un problème de direction. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien se rendre compte aussi de ce qu'on veut. Par exemple, la diaspora grecque aux États-Unis est fondamentale. Elle joue vraiment un rôle fondamental. Mais souvent, en Grèce, vous le savez très bien, on considère que c'est l'oncle d'Amérique. Donc, d'un seul coup, on se dit, ça serait bien qu'il nous rapporte de l'argent, surtout qu'on a un problème. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les gens puissent être des électeurs. Il faut vraiment que les gens de la diaspora, qui sont grecs et qui ont leurs droits normaux, ils puissent voter. Je trouve que c'est complètement aberrant qu'on puisse voter à l'échelle de l'Union européenne ou qu'on soit dans l'Union européenne pour n'importe qui, être candidat n'importe où, qu'on a réussi à faire ça, et qu'on n'arrive pas à faire voter les nôtres quand ils sont à l'étranger. Ce qui est quand même, on parle quand même de 7 millions de personnes, on ne parle pas d'un détail. Donc en fait, à partir du moment où on est un pays qui joue avec sa diaspora, ça veut dire qu'on a un immense réseau. Mais ce réseau, il faut aussi qu'il soit reconnu en Grèce. Sinon, en fait, c'est les étrangers qui nous disent « Ah, c'est bien, chaque fois que tu lèves une pierre, il y a un grec. » Tu dis « C'est vrai. » Mais par contre, il y a toujours une pierre pour lui jeter dessus pour ne pas qu'il vote. Il faut qu'il puisse aussi être un électeur. Parce que ça, c'est de la fiabilité. On n'est pas simplement fidèle, on est fiable. Participer à la décision, tout à fait, oui. De ne pas subir des décisions. C'est ça, c'est ça. Moi je préfère une voiture fiable qu'une voiture fidèle. Parce qu'à la fin, la voiture fidèle, elle peut avoir un accident et rester avec moi. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit fiable. Oui, les fidèles, je dis dans le sens qu'on a toujours quand même, on avait une bienveillance vers l'Occident. On attendait beaucoup de l'aide. Cette aide, quand même, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a eu des conflits ou des différences avec notre voisin de l'Est, la Turquie. Mais depuis l'ambition de la Turquie de constituer peut-être l'Empire ottoman, etc., et l'agressivité qui traite ses voisins, et en même temps les distances qu'il prend par rapport aux intérêts des autres grandes puissances, font que la Grèce, finalement, devienne un allié beaucoup plus, comment dire, respectable qu'auparavant. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
c'est clair. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire, parce qu'on a quand même aussi des Français qui nous écoutent, et moi, ce que je vois, c'est par exemple, quand le président Macron est giflé, et d'un seul coup, je vois que Erdogan demande quel est le nom de ce type pour pouvoir le féliciter, ça suffit pour agacer un Français. Il n'y a pas besoin de le dire que c'est quelque chose, que c'est l'ennemi de la Grèce qui vous insulte. Non, non. Quand en fait on essaie de mettre la plus grande mosquée d'Europe à Strasbourg, le Français comprend très bien ce qui se passe. Il n'a pas besoin d'explications de la part des Grecs. Hein. Simplement, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, on se répète alors qu'en fait, on essaie de convaincre quelqu'un qui est convaincu, qui voit très bien ce qui se passe. Vous pensez vraiment que, par exemple, le président Macron, il a besoin qu'on lui explique que Erdogan est un dictateur? Je ne pense pas. Hein. Je pense Non, qu'il a non, déjà non, non. compris ce qui s'est passé. Et donc, son positionnement, pas seulement en Grèce, son positionnement en Égypte, au Liban, etc., il sait très bien ce que fait la Turquie dans le coin. Donc, effectivement, ils ont une nostalgie de l'Empire ottoman, mais il fait une erreur parce qu'il est en train de s'écrouler. Et en fait, ce qui va être l'instrument qui va provoquer sa chute, c'est son ambition. Moi, je suis très content qu'il soit ambitieux, parce que vous savez, s'il n'était pas ambitieux et s'il était plus sournois, on aurait plus de problèmes. Donc peut-être que vous, ça vous gêne parce que vous n'êtes pas forcément dans le domaine de la stratégie. Moi, je préfère un ennemi clair, comme ça je sais que les alliés vont prendre un positionnement. Mais un ennemi qui est sournois, à la fin on se demande, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on a aussi en Grèce une sorte de syndrome de Stockholm. On a toujours l'impression qu'il faut être en relation amicale avec la Turquie. Pourquoi ? C'est très bien d'être ami avec les pays, mais enfin, si quelqu'un vous vaut du mal, je ne veux pas dire sans arrêt que vous êtes amis. Et en fait, ce que j'essayais de dire aussi, je ne l'ai pas dit complètement dans la conférence, c'est que les rapports géopolitiques, quand ils ont des intérêts communs, on s'en fiche complètement de parler de l'amitié. L'amitié, elle ne se construit pas sur un accord. Chaque fois que la Grèce a fait une signature d'amitié, elle s'est fait rouler juste après. Et donc, moi, je dis, la Grèce n'a jamais signé une signature d'amitié avec Chypre. Quand c'est évident, quand même, on est du même côté. Par contre, on a voulu signer des signatures d'amitié avec la Turquie. Ben, on a vu le résultat. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est vrai, il y a cette fidélité et il faut aussi cette fiabilité en tant qu'allié pour que les gens puissent dire, bon, s'il y a un problème, c'est bien. Par exemple, à un moment, on a failli avoir une invasion de l'Europe via Evros, où Erdogan disait, si vous ne donnez pas de l'argent, moi, je vais vous noyer. Très bien. Eh bien, on a mis des Grecs qui sont restés là-bas, ils ont tout bloqué, ça n'a rien passé, et il a été obligé de les ramener chez lui. Eh bien, ça, je peux vous dire que sur le plan stratégique européen, ça a été vraiment un bonus pour la Grèce parce qu'ils se sont rendus compte qu'un petit pays qui contrôlait cette frontière de l'Europe, et c'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs, sans qu'on le demande, on a eu des pays européens qui sont venus avec des services militaires, des commandos, des gens spécialistes à Evros, juste pour nous soutenir en disant, vous savez, pour nous, on a compris, ça, c'est les frontières de l'Europe. Ben, ça fait des années que nous, on dit que la Grèce est les frontières de l'Europe. Mais là, quand l'Europe se rend compte que quelqu'un essaie de l'exploiter, finalement, elle vient avec nous et elle dit ce qu'on dit. Et donc, finalement, ça se justifie par les faits. Merci beaucoup, M. Ligeros. Je me parle pour lui. Dans ces cas-là, merci à vous tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui nous ont invités, enfin spécialement Panayiotis parce que je sais qu'il a fait le lien. Bonne continuation à Toulouse, ça a été vraiment un plaisir. Alors on ne s'est pas vu de près, moi je ne suis jamais venu à Toulouse, donc je ne pourrais pas dire que la sauce suisse ne me manque pas. J'aime aussi Nougaro, donc il n'y a pas de problème, mais je trouve que pour un premier contact, c'était vraiment exceptionnel pour moi, donc je vous remercie pour tout. La prochaine fois, on vous invite pour un cassoulet toulousain, M. Ligeros. Entre autres. Hein? Merci bien.